Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'After Hoopcast, votre rendez-vous du dimanche. Georges Eddy à mes côtés, comme d'habitude, à ma gauche. Et à ma droite, Jérémy Lebescon. Et à côté de Georges, mais il est resté là. C'est Alex Biggerstaff, notre invité de la semaine. C'est mon ancien stagiaire, je vous signale. Ça, c'est mon papa de la télé. Il a commencé sa carrière avec moi et Xavier Vaution comme parrain. Voilà, moi je voulais... C'était pas la mafia. T'as de bons souvenirs, Alex, de cette période? Des excellents souvenirs. Est-ce que tu as été maltraité par Georges ou pas? Absolument pas, j'ai été choyé. C'était... Bon, voilà. Moi j'attendais que vous rameniez l'anecdote, je n'osais pas le lancer. Il était à bonne école et il a bien appris surtout. Il faudra raconter l'histoire du comment un jour. C'est vrai, on fera un after spécial sur votre relation du coup. Donc pourquoi Alex est toujours là? C'est parce qu'on va parler encore NCAA. Pourquoi pas pourquoi, comment les plus grosses déceptions de la NCAA à la NBA, messieurs, parce que forcément, c'est pas toujours facile de passer des rangs universitaires au rang professionnel, pardon. Donc, 5 déceptions, et on va commencer par Todd Fuller, 11e choix de la draft 1996, 2 places devant Kobe Bryant. Voilà. NC State, 21 points, 10 rebonds de moyenne en tant que senior. Et puis devant Steve Nash. Voilà, c'est surtout ça qui fait mal. La draft 96, c'est quand même du très costaud. Ouais. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Todd Fuller, Alex? Pourquoi ça n'a pas marché? C'est ma question pour chaque joueur. Pourquoi ça n'a pas marché? Il y a beaucoup de points. Ouais. Alors déjà, il faut rappeler qui est Todd Fuller pour ceux qui ne se souviennent plus. Donc un grand pivot blanc de 2,11 m. Le pivot à l'ancienne des années 90 qui surdominait la ACC avec NC State. Donc devant North Carolina, devant Duke, il plaçait donc du 20 points, 10 rebonds quasiment à tous les matchs. Et cet homme-là arrive donc en NBA avec ce profil que les équipes recherchent activement, le grand qui peut poster, qui a des bonnes mains près du cercle et qui va faire le taf. Le problème, c'est que notre ami Todd Fuller ne s'est jamais adapté du tout. Je crois qu'il finit avec 5 points de moyenne sur 5 saisons seulement. Et donc voilà, Jérémy le disait, c'est les noms qui sont draftés devant lui ne plaident pas en sa faveur. Non, mais en plus, donc il tombe à Golden State, on est d'accord. Hein. Et à Golden State, à cette époque-là, on est encore aussi dans une philosophie de jeu plutôt rapide, etc. Il y avait une certaine triplette qui restait en mémoire. Le Run TMC. Et puis il n'était pas du tout adapté à ce jeu-là. Et en plus, je veux dire, Golden State était une équipe où il n'y avait plus du tout d'académie de jeu cette année-là, sur cette période-là. Andris Bidrins avant l'heure. Et et donc il n'était pas du tout fait. Il n'était pas du tout fait pour, en tout cas, une équipe comme ça. Moi, je pense qu'il aurait pu faire une meilleure carrière de role-player s'il était arrivé dans un meilleur environnement. Et il fait partie de ces joueurs très cérébraux parce qu'il avait refusé un Rhodes Scholarship, qui est quand même une récompense très prestigieuse aux États-Unis en termes d'études. Vous réfléchissez un peu trop, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais ça ce n'était pas le nouveau Bryant Reeves alors. Et puis, c'est quand même très compliqué, mais on ne le dira jamais assez aussi, d'être une star en NCAA finalement et d'avoir des responsabilités moindres ensuite en NBA, de passer justement à un rôle de complément. Et c'est pas du tout la même tâche. Ça donne aucune garantie du tout, quoi. Il n'arrivait pas à suivre le rythme. C'est souvent comme ça. Ed O'Bannon est notre numéro 2, 9e choix en 1995. Il sortait du UCLA MOP du tournoi 1995. Et c'est aussi l'homme de la class action contre la NCAA. Ouais, à sa décharge, il fait au moins toujours parler de lui. Ah bah, on le connaît. C'est grâce à lui qu'il n'y a plus de jeux vidéo NCAA. Ouais, merci beaucoup. Notamment, donc c'est un peu ça. Et alors lui, quel a été le problème au niveau pro? Je sais pas, parce que ça est passé tellement vite. Il a duré 2 ans en NBA seulement. Donc, le problème, c'est qu'il n'est pas resté en fait. Pourquoi Ed O'Bannon? Parce que déjà, il y a un titre avec UCLA qui sort de l'ère Wooden, justement. UCLA revient au premier plan dans les années 90. Il est MOP. Une hype absolument énorme à sa sortie de la fac, surtout dans une fac très médiatique. Un cadeau empoisonné, souvent. Voilà, exactement. Et c'est ça qui se passe. Et la franchise qui le prend, c'est les Nets. Et les Nets, ils étaient encore une fois à l'époque dans une période d'ombre. Et ça joue toujours aussi. Pour eux, c'est trop de pression, je pense. Ils le voyaient vraiment comme le seul sauveur possible pour ressortir la franchise et ça a complètement cassé. Michael Sweetney, 9e choix 2003, Georgetown, seul joueur dans le top 20 de la fac, dans le top 20 de NCAA au moment où il sort, au point et au rebond, 55% d'adresse sur ces 3 saisons et seulement 6,5 points et 4 rebonds et demi en 4 saisons. Mais là, c'est un manque d'éthique de travail, on peut le dire sur Michael Sweetney. Il est devenu gigantesque à la fin. Il est devenu énorme. Et, ça me désole vraiment par rapport à ce joueur-là. Totoro. Parce qu'en tant qu'ailier fort, il avait vraiment des mains. C'était un joueur hyper talentueux, avec une bonne intelligence de jeu, mais son éthique de travail était abominable. Et puis, son éthique de... non mais en plus, je dis éthique de travail, mais c'est vraiment... C'est même plus que ça, c'est son hygiène de vie était déplorable. Voilà. Mais alors, comme il faut bien continuer à manger, justement, sachez qu'il joue toujours, Oliver Miller. Et alors, est-ce que vous savez où? C'est pas à Porto Rico Il joue au Urunday Universitario. Voilà. Sweetney ou Miller?
Sweetney, pardon. Sweetney, hein, monsieur Miller, oui, je pense qu'il... Il joue plus. Non, Mais- là, ça va être Mais compliqué. ce qu'il faut dire sur Sweetney, c'est qu'il sort d'une fac où les big men sont une denrée de fabrication. Enfin, c'est l'essence même de Georgetown, c'est quoi. Morning, Pat c'est Ewing, Wing, Morning, voilà. Il y a... Tombeau. le grand Iverson aussi. Donc, Mike Sweetney, on le prend pour, dans la longue lignée de voilà, tout ce qui se passe. Et bon, le problème, c'est qu'il n'est pas parti sur la hauteur, il est parti sur la... Il s'est allé. Non, et puis Littéralement. En plus, il est choisi par enfin, les équipes ne le veulent pas. Et ça n'a pas non plus aidé. Je pense qu'il n'avait aucun environnement stable autour de lui. Et sa première saison n'était pas des. Chez C'est les dingue Knicks, parce qu'il avait vraiment des bonnes mains. Ouais, quoi. ouais, Chez les Knicks, hein, on rappelle. Ouais, c'est chez les Knicks. Et c'était en plus l'époque de Knicks Marbury. Si Oui, je c'est me l'époque trompe Knicks pas, vraiment ou horrible. Steve Francis, enfin, vraiment horrible. Et Isaiah Thomas, on est bien, quoi. Un racket Sweetney Curry, ça aurait été. il méritait vraiment mieux. Adam Morrison, Gonzaga, 3e choix 2006, c'était très haut, 13 matchs à plus de 30 points et 5 à plus de 40 dans sa dernière année universitaire. Qu'est-ce qui se passe chez Adam Morrison, Alex? C'est exactement dans le même moule qu'on en parlait tout à l'heure de Jimmer Fredette, justement. Voilà, c'est cette catégorie de joueurs quasi unidimensionnels qui fait des ravages dans un système universitaire où les shoots sont ouverts, où il suffit d'avoir un écran, de passer en dessous et de pouvoir prendre son shoot tranquille. Adam Morrison, il y a surtout l'hygiène de vie, là aussi on peut en reparler, parce que cet homme-là, même si je pense que tout le monde le sait, voilà, est diabétique. Moi-même, étant diabétique, je sais que ce n'est pas la pire maladie du monde et quoi que ce soit, mais c'est très mental. C'est très très dur de devoir gérer, surtout quand on doit apprendre à gérer le monde NBA, en plus d'une maladie qui prend dans la tête assez régulièrement au quotidien. Donc pour être un joueur de haut niveau avec ça en sortie de fac, c'est très très dur. Vous rajoutez la pression, vous rajoutez des systèmes qui ne sont pas forcément faits, quelques blessures au passage, et donc un finaliste du Naismith Award, parce que c'était l'année où il y avait JJ Redick. C'est ce que j'allais dire, il a fait la course, c'était Sports Illustrated, où ils étaient tous les deux, voilà, c'était les deux grands 28 espoirs. points de moyenne, il était absolument fabuleux à Gonzaga, mais voilà, malheureusement, encore une fois, rien ne garantit le passage NCAA. Pour moi, en plus, c'est vraiment pas du tout un problème de talent, mais même pas de problème de qualité athlétique. Il y a tout ce que tu as évoqué, et c'est vrai, mais en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait au moins 30 catch and shoot pour lui lorsqu'il jouait à Gonzaga. Et puis maintenant, il faut être efficace tout de suite d'entrée de jeu sur de courtes séquences. Et c'était pas du tout un rôle qu'il savait faire. Moi, je l'avais un peu côtoyé à une époque, et en fait, c'est un joueur qui se surestimait terriblement. Il se croyait plus fort que tout le monde. Il n'arrivait pas à s'imposer au niveau de la NBA. Et donc, il était effondré. Mais c'est d'abord parce qu'il n'avait pas de remise en question personnelle, pas d'autocritique. Il se croyait toujours le meilleur dans toutes les circonstances. Et Georges a absolument raison de souligner ça, parce que c'est aussi un truc propre à ces joueurs shooters qui ont besoin d'être terriblement costauds dans la tête et de se convaincre qu'ils sont les meilleurs que tout le monde pour pouvoir enchaîner des séries comme ça. Il a fait un passage à Belgrade, si je ne m'abuse, Adam Morrison. Très probable. En tout cas, il est double champion NBA quand même avec les Lakers, mais il est à 7,5 points de moyenne en carrière, ce qui n'était pas forcément attendu. Et puis on les a donnés vraiment dans le désordre. Il n'y a pas de hiérarchie. Le dernier, c'est Juan Dixon, dont on voulait parler. 17e choix 2002 des Wizards. Meilleur scoreur de l'histoire de Maryland, que ce soit en saison ou dans le tournoi final, mais seulement 8,5 points de moyenne en NBA. Alex, enfin je sais pas. C'est dur de mettre Juan Dixon parce qu'il a une carrière honorable. Voilà, belle saison rookie. Convenable. Il était petit. Pour la NBA, il était trop petit. Hein. En plus, il tombe dans une équipe des Wizards à cette époque-là aussi qui est complètement... En termes d'égocentrisme, de caractère, de cas sociaux aussi, c'était compliqué. C'est un peu comme Ed O'Bannon en fait. C'est la hype autour d'un joueur. Année où Maryland est champion. Il est d'ailleurs dans l'effectif avec Steve Blake, qui a mieux réussi derrière. Mais une hype absolument énorme. Il est MOP de la finale. Il est le meilleur scoreur de l'histoire de la fac, qui est quand même une grosse fac de basket. Et ça ne confirme pas au niveau où on pouvait prétendre, même si il s'est moins ramassé quand même que les autres. Mais il y en a plein, des Martin Cleaves à Michigan State, des Marcus Pfizer. Oui, il y en a. La liste était très longue. Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours un peu embêtant parce que c'est forcément une question de contexte quand on ne peut pas s'adapter de NCAA à NBA, même s'il y en a qui arrivent. C'était vraiment 5 exemples un peu significatifs qu'on voulait prendre de ce qu'on ne souhaite pas à tous les joueurs qui commencent leur saison NCAA. Juste une chose, ces joueurs-là, on ne pourra jamais leur enlever une chose, c'est la fierté qu'ils auront par rapport à leur parcours universitaire qui est ultra important pour eux. Ouais, et puis en plus, quand ils reviennent dans leur université... Et je cite Martin Cleaves, c'est un exemple qui est toujours là pour Michigan State comme Magic Johnson, etc. Eh bien, on te remercie encore une fois, Alex, d'être venu. Merci Georges, merci Jérémy. On vous dit à la semaine prochaine pour un prochain after. Ciao, ciao.